Nous sommes une société profondément malade. Elle tend vers de plus en plus d'inconscience. Nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. La respiration, c'est une voie d'une très très grande puissance. On a accès en fait à une telle modification de notre physiologie, de notre état d'esprit, juste en jouant sur la manière dont on respire. C'est ça qui est incroyable. Okay. On va utiliser la respiration pour atteindre des états de conscience modifiés, des états de conscience élargis, comparables aux états de transe, comparables à des états que l'on rencontre avec les psychédéliques. On peut tout faire avec nos corps et nos esprits. Si on sait comment respirer, comment jouer avec notre physiologie, quoi manger, comment dormir, comment bouger, mais tu sais te soigner. La plupart des problèmes, tu les règles tout seul. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, cet épisode de podcast, peut-être l'un des épisodes les plus approfondis, les plus passionnants que j'ai pu faire sur ma chaîne. On va parler ensemble de méditation, on va parler de respiration, mais surtout, on va vous donner des outils clés que vous allez pouvoir utiliser pour le mettre en place dans votre pratique quotidienne. C'est quelque chose qui peut être difficile, mais on en entend de plus en plus parler et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des outils concrets pour pouvoir l'intégrer dans votre mode de vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous donner des super astuces que vous pourrez mettre en place et restez bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que vous verrez qu'on abordera une partie de la santé et du développement de votre plein potentiel que j'ai rarement abordé sur ma chaîne, donc restez bien jusqu'au bout. Pour ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Steve. Bienvenue. Merci Emeric. Merci à toi d'être présent. De te rencontrer. Bah ouais, c'est une première rencontre. En effet, moi j'avais déjà vu un peu ton contenu sur les réseaux, mais je suis très content de te recevoir ici. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ou même de manière générale, pour introduire un petit peu ce podcast, comment toi tu as envie ou tendance à te présenter? Je dirais que, comme on le disait hors caméra, moi c'est un chemin de transmission. Depuis jeune, c'est cette envie de transmettre ce qui me fait vibrer, ce que j'aime, ce que j'explore finalement. Exploration, intégration, transmission. Et aujourd'hui, ça prend une forme. Je sais que c'est un mot à la mode et moi, j'aime pas forcément utiliser toutes les choses tendances, au contraire. Mais on entend souvent le côté holistique. Et holistique, c'est le holisme qui prend l'être humain dans sa globalité. Et pour moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est ce à quoi j'ai dédié ma vie. C'est la transmission donc holistique, c'est-à-dire qui comprend aussi bien le travail du corps que le travail de l'esprit. Mes voies d'accompagnement pour mes élèves et de transmission sont principalement la méditation, la respiration, comme ce que tu as évoqué, et aussi l'entraînement du corps, comprenant aussi bien le mouvement et la préparation physique globale que la sensibilité que j'ai également pour les pratiques issues des arts martiaux. L'art martial, mais aussi bien dans l'aspect philosophique que physique. Ok. Et comment t'expliques que respiration, méditation soit autant au cœur de ta pratique par rapport peut-être à d'autres choses qu'on pourrait retrouver Eh bien, parce que ça fait partie des voies qui ont toujours été intriquées, imbriquées, notamment dans le yoga ou dans les arts martiaux au sens ancestral. Si on prend l'exemple du kung-fu ou de ce qui est l'art Shaolin en général, on voit aussi bien la méditation que la respiration, notamment par le travail du Qigong, ce qu'on appelle les arts martiaux internes, Qigong, Tai Chi, que le kung-fu, tout se regroupe. C'est impossible de séparer les choses, de les séquencer, de les faire tenir justement dans des boîtes isolées. Mais la respiration, elle est au centre de cette compréhension ancestrale. Aussi parce que ce qu'on appelle le Qi, l'énergie vitale, ou le prana, son équivalent dans l'approche plus ayurvédique, l'approche védique, donc plutôt du côté de l'Inde et du yoga. Une des sources principales de cette énergie vitale, pour nous, c'est l'air, l'oxygène, la respiration. Donc travailler sur son énergie vitale, c'est aussi travailler sur sa respiration. Et qui dit travailler sur sa respiration, dit aussi travailler sur son état de conscience, parce que c'est un pont entre corps et esprit. C'est ce qui lie la conscience à la vie, aussi la respiration, selon ses approches. C'est bien au niveau physique que philosophique. Ok. On en parlait tout à l'heure en off, tu voyages quand même pas mal. À quel point est-ce que tu trouves qu'en France, on est dissocié de notre respiration, on n'y fait pas attention par rapport à ce que tu as pu peut-être retrouver dans d'autres pays où tu as pu aller? Tu saurais dire? Ouais, c'est une très bonne question. C'est encore une fois toujours un peu délicat de trancher de manière arbitraire parce que tout est imbriqué. C'est-à-dire qu'en France ou en Occident, de manière générale, on est moins sensible à cela, de par un héritage culturel. En Asie, en Orient, on a une sensibilité justement de par
la présence de la méditation, notamment par le bouddhisme, qui fait aussi partie des grandes religions. Donc, c'est difficile, en fait, de séparer, mais ce qui est sûr, c'est que le mode de vie moderne, à la fois occidental, mais de notre civilisation, hein, l'humanité tout entière, elle tend vers de plus en plus d'inconscience. En tout cas, elle tend vers de plus en plus d'inconscience. Il y a de plus en plus de conscience d'un côté et toute une partie de l'humanité qui s'éveille à plein de choses. Mais dans cette vision de vase communicant, il y a aussi beaucoup plus d'inconscience de par nos modes de vie. On est de plus en plus éloigné de la nature, de plus en plus dans les écrans, dans le digital, hors sol quelque part. Donc c'est toute notre civilisation, je pense, qui pêche à ce niveau-là. Et c'est vers cette compréhension ancestrale que l'on doit pouvoir se tourner, mais sans exclure toutes les merveilleuses découvertes et apports grâce à la science moderne. Donc c'est pour ça que pour moi, je n'oppose pas du tout ancestral et actuel ou Orient et Occident, Est-Ouest, mais c'est plutôt de voir quels sont, main dans la main, tous les enseignements et les compréhensions que nos ancêtres avaient et celles que nous avons aujourd'hui, qui finalement se rejoignent. Plein de choses qu'on avait explorées ou réalisées de manière intuitive, empirique, grâce à la méditation, grâce aux états de transe, grâce aux cultures issues du chamanisme ou de ces connexions avec la nature et les arts ancestraux de divination et de guérison. On avait compris plein de choses. Que finalement, la physique quantique, la biologie, les neurosciences peuvent nous expliquer aujourd'hui. Donc c'est pour moi la grande force de notre époque, c'est de pouvoir allier ça, ces compréhensions. Je trouve que tu prends limite trop de pincettes, alors que moi c'est pas mon domaine, mais je te rejoins complètement et j'aurais vraiment dit non, aujourd'hui on est vraiment déconnecté. Et comme tu le dis, tu l'as bien mentionné, je pense que même en France aujourd'hui tu as certaines personnes qui font attention à beaucoup de choses, mais je pense que quand tu prends plus de la grande majorité écrasante, on vit limite maintenant en mode pilote automatique, tu vois. Ouais, et tu vois là, on tourne cet après-midi, entre 2 podcasts, j'ai mangé avec zéro conscience de ce que je mangeais. Pourtant, je suis très calé et je fais très attention à ce que je mange. Donc c'était un repas de qualité, tu vois, glucides, protéines, lipides, cuisson, tout ce que tu veux. Mais j'étais sur mon téléphone. Ouais, bien sûr. J'ai mâché, je pense, la moitié de ce que j'ai avalé. J'ai aucune d'idée à quelle vitesse je l'ai avalé. Et donc, ça, l'alimentation, on en parle, mais alors la respiration, je t'en parle encore moins, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'en effet, il ne faut pas généraliser parce qu'il y en a beaucoup qui font attention, mais que malheureusement, comme tu le dis justement, on est dans un monde où on est, je ne sais pas quel terme tu as utilisé, pas déconnecté, mais vraiment, on ne fait plus attention à ce qu'on fait parce que les écrans, parce que des modes de vie à 100 à l'heure, parce que on demande toujours plus aux gens. Et donc, on perd cette capacité, on va dire, à bien respirer. Ce serait ça le terme ? À être conscient en général, à l'état de présence. Et en fait, moi, on peut aller autant dans la profondeur que tu veux. J'aime ça et l'art de la conversation, de l'exploration, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, nos limites. Si j'y allais, entre guillemets, en douceur au début, c'est parce que, à mon sens, évidemment, nous sommes une société profondément malade, ça, c'est clair, aliénée. Et il y a beaucoup, beaucoup trop de violence, cette division. Mais je pense que plus on va porter notre attention sur ce que l'on veut voir émerger et ce qu'il y a de positif, plus on le manifeste. C'est-à-dire qu'au lieu de porter son attention et tout le temps ressasser ce qui ne va pas, et finalement appuyer et donner de l'énergie à ça, du crédit à ces choses-là, portons plutôt notre regard sur tout ce que l'on peut faire pour évoluer, pour s'éveiller. Et effectivement, on parlait de la respiration. L'état de présence que l'on va mettre à chaque moment, à chaque seconde dans nos vies, c'est ça qui va réellement être la clé de toute la transformation que l'on peut opérer au niveau individuel et collectif. C'est comment est-ce qu'à chaque instant, je développe la capacité à mobiliser toute ma conscience, toute ma perception du monde et à réellement faire des choix et des actions conscientes moment par moment. Et ça, c'est un travail de tout instant. Et ça, finalement, c'est la méditation. Ok. Alors, je pensais partir respiration, mais dans ce cas-là, attaquons méditation. Pour toi, quels sont les effets positifs qu'on pourrait tirer de cette méditation ? J'écoute tes préceptes, je me focalise sur le côté positif. Qu'est-ce que les gens y gagneraient d'après toi sur différents états de santé à essayer de méditer un peu plus ? Et après, évidemment, on vous donnera des clés pour ça. Bien sûr, et on parle de respiration, de méditation. Les deux sont complètement intégrés parce qu'on utilise beaucoup
une approche consciente de la respiration au cœur de plein de pratiques méditatives. C'est un point d'accès, c'est un point d'ancrage, c'est un point de focalisation. Donc, méditation et respiration sont imbriqués dans la pratique. En étant consciente de ta respiration, tu fais une sorte de méditation? C'est ça un peu ça l'idée? Disons que quand tu prends conscience de ta méditation, c'est le point d'accès peut-être le plus rapide, certainement un des plus rapides, avec les sensations corporelles. On peut aussi passer par les sons, par les images. Mais dès que tu portes ton attention au niveau de ta respiration, naturellement, il y a un état méditatif qui apparaît. Après, il y a plein de manières de respirer. Mais pour en revenir aux bienfaits de la méditation, quand on parle de bienfaits, au début, on parle de gestion du stress, on parle de meilleure gestion des émotions. C'est plus à prouver. En tout cas, la méditation, tu as une multitude d'études aujourd'hui qui montrent les bienfaits pour le cerveau, pour le corps, l'esprit, tout ce que ça apporte en complément des thérapies, y compris pour les pathologies les plus lourdes, cancer, grosses maladies dégénératrices, auto-immunes et aussi dégénératives, et aussi tout ce qui est maladie psychologique, tout ce qui est dépression post-traumatique, PTSD. Ou dépression tout court, dépression comme dépression post-traumatique. Il y a énormément de choses au niveau thérapeutique, au niveau de la santé, mais pour moi, la méditation, au-delà de ça, au-delà d'être la porte de notre pharmacie interne et un accès à notre équilibre et bien-être mental, c'est surtout une voie de conscience. Donc, au-delà du bien-être, même si les deux sont liés, c'est l'ouverture à une compréhension beaucoup plus profonde de ce que nous sommes, de la nature des choses et finalement de pourquoi est-ce que nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie, dans cette incarnation? Qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce jeu, cet ego, cette construction? Comprendre tout ça. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de cette identité. Donc en fait, la méditation, elle ouvre une porte à une dimension beaucoup plus profonde de notre être qu'on peut effectivement mettre dans la catégorie spiritualité. Mais pas comme quelque chose d'abstrait, comme une pratique concrète qui nous amène à réaliser les choses par nous-mêmes. Alors c'est intéressant, et là les gens qui nous écoutent, je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire, c'est que tu mets en avant, on va dire, 2 effets de la méditation. Le premier qui serait l'aspect santé physique, dont tu as parlé sur les différentes maladies, même douleurs chroniques et compagnie. Et le deuxième qui serait peut-être un peu plus spirituel, sur peut-être des questions plus pourquoi est-ce que je suis là, quel est mon projet de vie ou autre chose. Mais tu vois, dans l'idée de moi, mon contenu sur les réseaux aujourd'hui, c'est d'aider les gens à prendre soin de leur santé. Et je me dis que de leur proposer le premier outil, qui est la méditation dans le but d'améliorer votre santé, sera sûrement... Les gens, ils seront sûrement plus sensibles, ils vont peut-être plus commencer à méditer, plutôt que si je leur dis, en méditant, vous allez comprendre quel est votre but sur Terre. Et ils diront, ouais, mais là, mon but sur Terre, c'est déjà d'arrêter d'être déprimé. Et j'ai tendance, c'est vrai, mais c'est parce que je suis pro de santé aussi, à ne voir que le côté santé, médicament interne, comme tu l'as dit, de la méditation. Là où toi, au final, tu dis, ouais, mais là, mec, t'as loupé un deuxième pan qui est énorme, qui serait plus profond de ce que ça pourrait t'apporter. Et c'est très bien que tu le mentionnes, parce que ce qui est le plus important dans le choix de vie que j'ai fait, de transmettre, c'est de toucher le plus de personnes possible, comme toi. Ce qu'on veut, c'est permettre à des outils, à des voies qui nous dépassent. Nous sommes des vecteurs de transmission. Nous sommes des maillons d'une chaîne de transmission. Donc, plus on va pouvoir rendre accessibles des choses, aussi profondes soient-elles, mieux ce sera. Et j'utilise souvent, selon les médias, selon les différents interlocuteurs, cette approche qui est plus tangible, qui est plus pratique, parce que c'est la porte d'accès. Mais en fait, ce qui se produit naturellement pour les personnes qui mettent en place une pratique consciente telle que la méditation au quotidien, en fait, la transformation, elle se fait d'elle-même. On ne commence pas la méditation en se disant « je veux être plus spirituel ». C'est juste que plus tu vas prendre conscience de ton corps, de ton esprit, commencer à rentrer dans l'introspection naturelle qu'implique la méditation, qui va justement te permettre de gérer ton stress, tes émotions, tes douleurs chroniques, l'état dépressif, naturellement, la porte de ta conscience va s'ouvrir. Donc, c'est même pas quelque chose à rechercher. Ça se fait tout seul, en fait. Parce que dès que tu rééquilibres le bas de la pyramide, qui est ton homéostasie, ton bien-être, ton équilibre de corps et d'esprit, bah, naturellement, une fois que ça s'est équilibré, la partie conscience, elle s'exprime d'elle-même. Ok. Ouais, un peu comme si tu avais vidé, on va dire, une première partie, nettoyé, pour te laisser de la place derrière pour pouvoir rechercher ou exprimer autre chose.
mais que tu ne peux pas tellement... C'est instable, tu me parles de pyramide initialement pour les gens. Exactement. Ça se fait tout seul, en fait, parce que c'est notre nature profonde. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Pierre Teilhard de Chardin qui disait « Nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. » Donc, c'est notre nature, c'est notre essence. Mais d'un mal-être, d'un état de vie déséquilibré, en souffrance mentale, et d'une incompréhension de ce que nous sommes et de la nature, de la majorité de ce qui nous entoure, parce que nous sommes dans ce grand décor de théâtre, dans cette grande construction qu'est la société et la civilisation. Donc, une fois que ça, tu as pu prendre conscience de ça et tu as commencé à investiguer sur toi, ta construction, ton conditionnement, ton système de croyance, naturellement, tu dézoomes, tu prends un grand pas de recul que permet la méditation. Et en fait, ces réponses, ces observations, elles viennent naturellement. Ok. Je me dis qu'avant d'aller plus loin, on pourrait peut-être définir concrètement ce que c'est que méditer ou ce que c'est que la méditation. Bien sûr. Parce qu'on le sait tous, mais en fait, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de manières de le faire. Toi, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de définitions, mais quelle serait, toi, ta définition de méditer? Méditer, c'est être à ce qui est. Être alors là, totalement à ce qui est. Là, je pense qu'il me faudrait un bon 30 secondes pour y réfléchir. Être à ce qui est. Ok. Il y a plusieurs manières, bien sûr, d'aborder la méditation. Il y a plein de types de méditation. Celle que je transmets est celle qui est, à mon sens, la méditation authentique. Tu as plusieurs types de méditation qui sont très proches, notamment le Vipassana, la vision pénétrante. On en entend beaucoup parler, les centres de Vipassana dans lesquels tu passes de longues heures à observer tes sensations corporelles, ta respiration, observer la nature impermanente et transitoire des choses, la vie, la mort, qui est issue donc du bouddhisme. Mais disons que de cette méditation, notamment, est extrait de manière plus contemporaine une méditation laïque qu'on appelle la mindfulness, la méditation de pleine conscience. Celle qu'on utilise justement dans les thérapies, en complément pour bien des maux et des problèmes, que ce soit le corps ou l'esprit. Ce qu'on utilise aussi beaucoup dans l'approche de la préparation mentale pour les athlètes. Visualisation, méditation de pleine conscience sont des outils que les athlètes, même de plus en plus d'entrepreneurs ou d'artistes utilisent. J'utilise aussi avec ce type de profil. Mais quand je dis être totalement à ce qui est, c'est redévelopper une sensitivité, une sensibilité au sens vraiment sensoriel. La conscience lie les sens. Odorat, toucher, goût, vision, son. Finalement, on est tellement accaparé par notre mental, un mental suralimenté, surexcité, qui ne s'arrête jamais, le je, que notre expérience est, pour une bonne partie du temps, inconsciente. C'est-à-dire que ça se produit tout seul et on n'est même pas vraiment conscient de ce qui se passe, ou alors on est comme un programme lancé de manière automatique et on est plus dans la réaction que dans l'action consciente. Donc la base de la méditation, être à ce qui est, c'est s'asseoir et reprendre contact avec toutes les couches sensorielles et le faire jour après jour. Remettre de la conscience dans toutes les parties du corps, observer les sons, observer ce que tu as dans ton champ visuel et rebooter. En fait, tu régénères ton attention moment par moment et tu entraînes ton corps et ton esprit à revenir moment par moment. C'est-à-dire que dès que l'esprit divague, tu repars dans tes pensées, ton mental, ce que tu pourrais faire dans le futur, ce que tu aurais dû faire avant. Tu n'es pas dans l'instant présent. Donc, c'est reconnecter avec l'expérience telle qu'elle est ici et maintenant, sans la juger, sans repousser en résistant à une situation ou sans s'y accrocher. Par exemple, quelque chose que tu aimes, qui t'apporte du plaisir, que tu vas vouloir reproduire, tu t'accroches à ça, c'est de développer un état d'équanimité, de percevoir les choses pour ce qu'elles sont. Ok. Quand je prends deux phrases que tu as dit, être à ce qui est et le mental lie l'essence, c'est ça que tu as dit? La conscience lie l'essence. J'ai quand même cette définition de la méditation qui pourrait être aussi, même si elle est peut-être erronée, être à nouveau à l'écoute de ses sensations ou être à l'écoute de ses sensations. C'est exactement ça. Ce serait ça aussi. Enfin, ce serait une définition qu'on pourrait utiliser. C'est exactement ça, parce que quand je disais la conscience lie l'essence, donc on a le corps avec ses différents capteurs. On ne fait une expérience de la réalité qui est limitée par le corps. C'est-à-dire que nous percevons qu'une petite partie de ce qui se produit là. On ne voit pas les ondes scalaires, on ne voit pas à l'échelle quantique ce qui peut se passer. Tout est mouvement, tout est impermanence. Pourtant, ça, on ne le perçoit pas. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle les illusions, ce que l'on vient percer avec une compréhension plus profonde de la nature des choses. Quand je parle de la nature des choses, c'est l'impermanence, le fait que tout soit en mouvement, aussi bien notre corps, toutes les cellules,
que notre esprit. Nous sommes un processus entre la naissance et la mort. Le Emmerich enfant n'est pas le même que celui que tu es aujourd'hui. C'est un mouvement. Et une autre donnée, une autre notion de ce que l'on explore avec la méditation, c'est l'interdépendance. Réaliser que tout est interconnecté. Encore une fois, ce que l'on peut comprendre, explorer, par exemple, avec la physique quantique ou la biologie, c'est que tout est en interrelation. Donc, se sentir comme un processus isolé, enfermé dans les frontières de son ego, c'est aussi une illusion qui est source de notre souffrance. Parce qu'on pense qu'il y a nous, le centre de l'univers, et tout le monde autour. Mais dès qu'on va développer la notion d'interdépendance, on va prendre conscience aussi que chacune de mes actions, mes pensées, tout ce que j'engage, ça va avoir une incidence sur mon environnement, mon entourage, les cercles les plus proches, et puis par cause à effet, le monde entier, en fait, finalement. Donc, plus on prend conscience de tous ces aspects de l'expérience humaine, de la vie, plus on va transformer notre comportement naturellement, parce que tu réalises que chaque geste a réellement un impact. Et que si tu veux travailler sur toi en profondeur, régler tes problèmes de dépression, de mal-être, chaque mot, chaque pensée va avoir une action. Et tu vas pouvoir aussi reprogrammer ton subconscient, ton système de croyances, parce que tu développes cette fameuse présence à l'instant, à ce qui est. Ok. Et si on reprend maintenant pour une personne qui souhaiterait commencer un peu plus, donc qui n'est pas expérimentée et qui voudrait, est-ce que tu aurais, toi, un guide de bonne pratique, entre guillemets, de la méditation pour le débutant? Parce que je pense que tu as côtoyé plus de personnes que moi qui méditent, mais moi, d'expérience avec des patients en cabinet avec qui je peux en parler, le plus dur, c'est pour les gens qui ne méditent pas et qui souhaiteraient passer cette barrière de « j'aimerais commencer », mais je sais pas comment faire, j'y arrive pas, j'ai entendu des trucs, mais on me dit de penser à rien, mais du coup, je pense au fait que je dois penser à rien, donc en fait, je pense à quelque chose. Et ils finissent par arrêter parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qui leur correspondait. Alors, c'est clair, comme tout domaine, comme tout art, qu'il est important d'être accompagné au début. Accompagné toujours dans l'optique d'être indépendant, d'être autonome. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux dans notre époque, c'est l'accès à l'information, que ce soit YouTube, les livres, les séances guidées sur Spotify, sur plein d'applications. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une communauté en ligne qui est dédiée justement au travail de la méditation et de la respiration. C'est pour pouvoir accompagner à large échelle. Donc, commencer en se faisant accompagner, c'est une bonne chose. Apprendre des bases, ça peut être par le biais, on parlait du Vipassana, de voies plus traditionnelles, yogiques ou dans les centres bouddhistes qui sont complètement ouverts à tout type de culture et de croyance. Quand on dit aller apprendre la méditation dans un centre bouddhiste, c'est plutôt au niveau technique. Finalement, c'est un enseignement relativement laïque, ou la mindfulness. Donc, ne pas hésiter à commencer. Et quand on parle de méditation, disons qu'il y a deux grands domaines. Il y a la pratique formelle, l'assise, celle dont on a l'image la plupart du temps. C'est-à-dire, je m'assieds et là, je vais être dans cette zone de calme et ça va être un travail intérieur où je vais commencer à observer justement les sensations, observer la nature de ma pensée, à trouver des espaces peut-être au-delà de la pensée. Tout ça, ça se fait par la pratique. Comprendre mon fonctionnement aussi. Donc ça, c'est la pratique formelle, l'assise. Sur cette pratique formelle, je peux te couper avant que tu partes sur la deuxième. Quand tu dis être à l'écoute de mes pensées, c'est ça la phrase que tu disais? C'est intéressant parce que moi, j'avais l'image de la méditation, une fois encore, je suis absolument pas expert, de justement d'essayer de se détacher de sa pensée. Et moi, les fois où je pratique et que j'aime, je vais plus être à l'écoute justement de mon corps, je le fais plus allongé qu'assis, de qu'est-ce que je ressens, ma respiration, on en reparlera après, de mon contact sur mon lit, etc., etc. Et toi, tu nous dis qu'au final, non, on peut... Et moi, j'essaie justement de ne penser à rien et de ne pas penser au fait que je ne pense à rien. C'est souvent une des limites de la méditation, surtout au début, c'est d'essayer d'interrompre la pensée, qui est un mécanisme de toute façon présent. Et on ne peut pas arrêter en force ou contraindre. Ou alors, on le peut, mais ça a un coût. Ça a un coût énergétique, c'est de la dualité, c'est une forme de lutte interne. Quand on dit être à l'écoute et observer sa pensée, si on reprend les différentes couches sensorielles que tu as citées, qui est vraiment, pour moi, l'approche idéale pour aller vers la méditation, c'est-à-dire tu prends contact déjà avec tes sensations corporelles et tu vas rajouter une autre couche sensorielle. Tu vas rajouter par exemple les sons, tu vas rajouter le champ visuel, en général les yeux fermés parce que tu as moins d'informations. Donc, tu vas regarder les constellations, tous les ponts lumineux, les formes derrière tes paupières. Et puis peut-être le goût, l'odorat. Tu vas connecter avec le nuage global de sensations corporelles et toutes les différentes perceptions au niveau de tes sens. Et une fois que tu es bien au contact,
naturellement, lorsque l'esprit divague, tu peux revenir à ces sensations. Ce qui fait que les choses s'équilibrent naturellement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer la pensée à tout ce dont tu fais l'expérience, à une des manifestations au même titre que les sons, que les sensations corporelles. Mais en comprenant que tu n'es pas la pensée, que tu n'es pas le penseur, tu peux même observer le penseur, en comprenant que tu es l'espace, ce champ de conscience ouvert qui fait l'expérience de toutes ces choses-là. Et c'est ça, en fait, la méditation. C'est ne même pas refuser ta pensée ou essayer de la bloquer. C'est l'intégrer à des choses qui sont perçues, mais sans s'y identifier. Parce que tu vois, si on reprend ce qu'on expliquait tout à l'heure, un mode de vie hyper connecté, des pensées à droite à gauche, des podcasts écoutés en x2 et compagnie. Si moi, je commence à me laisser penser, c'est terminé, en fait. Et tu vois, les rares fois, je suis plutôt un bon dormeur, les rares fois où dans la nuit, je me réveille à 2h du mat pour aller aux toilettes et que je commence à penser, c'est terminé. Je me tape 45 minutes de réflexion et demain, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je programme ça, il faut que je publie, il faut que, etc. Alors, une fois encore, il n'y aura pas de recette miracle, hein, mais c'est possible, dans un état méditatif, d'être dans un état de pensée, mais sans prévoir mes courses du lendemain, mes activités, tu vois. C'est quel type de pensée qui te permet de méditer, mais sans que tu sois dans de la planification de ton futur et dans ta productivité? Disons qu'on pourrait parler de vertu au sens remettre les choses en équilibre, à leur juste place. C'est de remettre la pensée à sa juste place. Elle est vitale. L'ego, le mental, on en a besoin. Sans ça, nous ne pourrions pas vivre, nous n'aurions pas évolué. Mais d'être complètement absorbé par cette identité, d'être complètement absorbé par ce mécanisme de réflexion permanente, d'anticipation ou qui ressasse le passé, c'est ça qui nous rend malades. C'est la cause principale de notre souffrance. C'est d'avoir un système de pensée qui est complètement déréglé, qui n'est pas équilibré et qui finalement va prendre le dessus sur notre expérience de vie. On ne devient que ce mental finalement. C'est d'avoir ce grand pas de recul qui va permettre aux choses de reprendre leur place. Et pour ça, c'est réellement la régularité qui va permettre aux choses de se repositionner naturellement. C'est comme si tu remettais de l'ordre en toi par la pratique consciente. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, proposer, c'est des méditations même très courtes, mais à plein de moments dans la journée. Quand tu vas te laver les mains, tu prends totalement conscience de la température de l'eau, de la texture, du son, de l'odeur du savon. Quand tu fais la vaisselle, une tâche rébarbative que tu es obligé de faire, prends-le même si c'est 30 secondes, 45 secondes de pure présence. Et avec des moments plus formels où tu vas t'asseoir peut-être 5-10 minutes lorsque tu te réveilles ou 5-10 minutes avant d'aller te coucher. Mais plus tu vas répéter, c'est aussi ça en neurosciences, on en parle très bien, plus tu vas répéter cet état de présence, plus tu vas même recalibrer l'activité de ton cerveau. Ça va agir sur la neuroplasticité aussi du cerveau. Donc, c'est le fait de répéter cet état de présence intense qui va transformer ton état et qui va repositionner ta pensée plus comme un outil, comme un serviteur qui doit te permettre de te repérer, de prendre des rendez-vous, d'agir dans le temps, mais qui ne va plus être toi au sens activité complètement anarchique, ininterrompue et criblée de tes problèmes finalement. Tu me dis si t'as pas mal tes propos, mais peut-être que ce qui, moi, me pose problème, mais c'est ce que j'entends avec mes patients et sûrement les gens qui nous écoutent, c'est que quand je me laisse aller à ma pensée, je suis soit dans le passé, soit dans le futur. Mais je peux rester dans mes pensées si j'arrive à rester dans le présent. Complètement. Ce serait bien résumé. Et de revoir la mémoire, parce qu'en fait, la mémoire est une zone de ton esprit, quand on parle du passé, ou de voir l'anticipation, non plus comme quelque chose dans lequel on se perd dans l'instant, mais comme une bibliothèque sur laquelle tu as la porte d'accès. Si tu as besoin de repasser dans le passé, replonger dans le passé pour telle ou telle information, tu vas dans cette bibliothèque, tu l'utilises. Si tu as besoin d'anticiper et de te concentrer pour projeter quelque chose, tu vas aussi l'utiliser, mais en conscience. C'est pas des choses qui doivent se déployer tout le temps et qui vont finalement n'apporter que de la confusion et un mal-être au fond. Parce que ne jamais être dans l'instant, ou très peu, ça nous rend malades et malheureux, aussi bien physiquement que mentalement. Et on parlait des deux types de méditation. Donc la première, comment tu l'appelles? La formelle. Au sens, je prends une forme. Et la deuxième, c'est celle dont tu commençais à parler en se lavant et en faisant d'autres choses, etc. Alors oui, c'est celle-ci. Et en fait, c'est de faire le transfert de plus en plus pour justement, on parle d'aspect fonctionnel, comme quand on parle du corps. Un entraînement fonctionnel doit te permettre d'être plus efficient dans la vie. On parlera de méditation informelle. C'est-à-dire que tu as les moments d'assise, les moments de pratique de respiration, de méditation consciente. Et après, c'est comment est-ce que tu vas transférer tout ce que tu as développé dans tes assises, dans tes moments de pratique formelle, dans la vie de tous les jours. Par exemple, là, dans notre podcast, on peut rentrer en méditation. Ça ne va pas changer
Enfin, ça va changer notre conversation parce qu'elle ne peut en être que plus profonde et consciente. Mais au lieu d'être juste dans « là, je fais le podcast et après, je repars à mon rendez-vous », on est vraiment ensemble. Tu ressens ton corps, tu ressens les points de contact avec la chaise. On se regarde, on se perçoit. Il y a notre mental qui peut plonger dans des informations, qui peut anticiper, mais je peux aussi être totalement présent et j'ai même pas besoin de réfléchir. Les choses de mon état de présence découlent naturellement. Et ça, c'est la pratique informelle. C'est-à-dire que chaque moment de vie est une porte ouverte sur ta pleine conscience, sur ta pleine présence. Méditation informelle. Je prends pas de forme. Je suis dans le flow de l'instant présent. Et tu vois, ça revient un peu à juste manger, mais juste écoute tes sensations quand tu manges. Déjà, peut-être que tu mangeras moins et que tu seras beaucoup plus conscient. Et une erreur que je fais, parce que moi, j'ai un peu cette course à la productivité et à l'efficacité, c'était de tout faire en multitâche avec des podcasts, avec des livres audio et compagnie. Et en fait, depuis peu, je commence à y revenir parce qu'en fait, j'avais 1h30 de course à pied à faire. Tu pouvais tout de suite que je m'écoutais un podcast en... Allez, j'ai pas fait les x2, mais en x1,25. Et en fait, non. Et je commence maintenant... Alors, soit vraiment, j'ai envie d'écouter un truc, mais aussi de juste cours sans rien, sans montre, sans téléphone, sans... Et vois ce qui se passe, fais ta vaisselle sans rien. Là où aujourd'hui, et je suis pas le seul, j'en ai plein de patients, je mets obligatoirement quelque chose, je peux plus rester sans que ma pensée ne soit pas occupée par quelque chose. Donc au final, ce serait ça. Ce serait aussi médite, entre guillemets, quand tu fais autre chose. Et c'est ça, se rééquilibrer. Toi qui le vois avec tes patients, il y a plein de problèmes de posture, il y a plein de problèmes de mauvaise utilisation de l'appareil qu'est le corps physique, parce que non-éducation. La méditation, c'est aussi la kinésithérapie de l'esprit. C'est la rééduquer. Tout est naturellement fonctionnel dans la merveilleuse technologie qui est le corps et l'esprit humain. Mais si on n'a pas le mode d'emploi, si on n'a pas la bonne manière de l'utiliser, forcément, ça déraille. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, ça m'a échappé, ça va revenir. Tellement C'était par rapport au fait que je fasse tout en multitâche. Ah voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Tu disais juste manger. Ouais. Et le mot juste, il est profond, il est puissant parce que ça fait écho à ce que quand on parle du zen, c'est pareil, le zen, on se dit je suis zen, c'est encore une interprétation à l'occidental où on coupe toute l'infinie profondeur qu'il y a dans le zen, cette approche du bouddhisme où la méditation est le cœur de l'enseignement et de la pratique. J'ai beaucoup appris aussi par le zen. Mais dans le zen, on dit une chose à la fois. Comme tu dis juste, eh bien juste dans le fait de manger, de lire, d'écouter. Si tu es complètement dans toutes tes sensations corporelles, à corps et âme en présence, une chose extrêmement simple devient une immense source de joie. Parce que tu es pleinement présent. Et naturellement, la paix et cette sensation de bonheur, de gratitude, de simplement être en vie, elle apparaît d'elle-même. Parce que tu es totalement à ce que tu fais. Et ça, c'est juste naturellement présent en nous. Mais ça se cultive. Ça se cultive. Et pour ça, il faut poser notre téléphone. Ah, clairement. Et tu vois, je pense que un des éléments qui me l'a fait le plus faire ces derniers temps, c'est d'avoir ma fille. Qui a 3 ans et quelques, 4 quand le podcast sera publié, et où je me force en fait à ne pas avoir mon téléphone pour être vraiment avec elle. Tu vois, et chose que avant en couple malheureusement je faisais pas. Tu vois, et j'avais horreur de ces soirées où on mettait un film, en fait on était chacun sur notre téléphone et en fait personne regarde le film, personne se parle et tu te demandes ce que tu fais là. Et là en fait je me dis quand t'es avec elle, pose ton tel, regarde ce qu'elle fait, comprends ce qu'elle fait, sois avec elle. Et c'est de la pleine conscience, au final, le terme général sur toute cette pratique-là. Concrètement, si on reprend... Je pense que la deuxième pratique dont on parle, elle est peut-être plus facile à mettre en place en réalité. Tu dis si je me trompe, mais juste ne faites pas deux choses à la fois. Ce serait peut-être un bon conseil pour les gens. Justement, je pense que ça va être tellement vaste de dire ça. Ouais. C'est pour ça qu'il est indispensable de passer par une pratique formelle pour vraiment pouvoir développer cette fameuse sensibilité, cette fameuse sensitivité, et aussi de ritualiser, de remettre du sacré dans le simple fait de s'accorder ces moments d'espace, de dire je prends rendez-vous avec moi-même et là je vais prendre soin de moi en profondeur, en prenant soin de mon esprit. Et justement, je pense que toi, tu as accompagné beaucoup de personnes sur le chemin de la méditation. Est-ce que tu as même si évidemment chaque personne est différente, mais tu as des conseils, des outils, des choses où tu sais que quand on commence, quand on a du mal, n'importe quoi, peut-être plus assis qu'allongé, de le faire plus le matin que le soir. Est-ce que tu as comme ça des guidelines, des grandes pratiques où tu sais que globalement, ça aide les gens pour essayer de méditer? J'ai beaucoup aimé que tu parles de ta fille, de ton enfant, parce que ce qui t'a mis en mouvement
pour aller vers plus de présence, plus de conscience, c'est l'amour. C'est cette force qui dépasse tout. Même si on est addict à nos téléphones, tu as ta fille, ton enfant. C'est tellement fort que ça t'extrait d'un mécanisme automatique. Donc, je dirais que l'impulsion, le pourquoi est-ce que tu médites, c'est la base de ce qui doit pouvoir te mettre sur ce chemin. C'est à quel point est-ce que je veux aller mieux? À quel point est-ce que je veux prendre soin de moi? À quel point est-ce que je veux être la meilleure version de moi-même, au sens où je veux faire ma vie telle que je le ressens vraiment, tu vois, être en pleine capacité de mon potentiel, d'exprimer pleinement mon potentiel. Si c'est suffisamment fort pour moi, cette impulsion, si j'aime suffisamment la vie et si je veux rayonner et contribuer de la meilleure des manières dans mon entourage, là, je vais pouvoir me mettre en mouvement. Si c'est juste un peu superficiel au sens, ouais, je vais essayer la méditation pour voir, ça tiendra pas. Il faut vraiment qu'il y ait un désir fort de transformation. Un moteur, ouais. Un moteur, vraiment. Après, une fois que ça s'est mis en place, en fonction des différentes personnalités, comme on le disait, il y en a qui seront plus à l'aise à aller dans des centres, il y en a qui pourront le faire en ligne, il y en a qui pourront le faire en suivant des livres, mais ça va être la régularité et selon nos modes de vie là, qui sont tout le temps en vitesse, ce que j'ai remarqué qui fonctionne bien, c'est de s'y accorder dès le matin, dès le réveil. Par exemple, tu te mets sur le bord du lit dès que tu te réveilles et tu commences la journée, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que par quelques minutes de méditation. Ça, c'est un très bon moment pour le faire. Donc, de l'assise formelle, tu peux passer par observer ta respiration au début, faire une respiration au carré, une cohérence cardiaque, on pourra en reparler après. En tout cas, une respiration consciente qui va naturellement t'amener vers l'état méditatif. Et après, tu bascules sur un moment de pleine présence. Sensation corporelle, le pas de recul sur le penseur. Et tu répètes le même processus pour quelques minutes le soir avant d'aller te coucher, ce qui est aussi un autre très bon moment parce que tu vas faire le sas entre ta journée et la nuit. Ça va aussi te permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, c'est une manière de le faire. Il peut y en avoir plein d'autres. Mais comme on passe forcément par ces moments de transition entre la nuit et le jour, entre le sommeil et l'éveil, c'est des moments particulièrement privilégiés. Et si on les ancre comme une hygiène spirituelle, au sens où l'hygiène du corps, je me nettoie, je prends ma douche, je me lave les dents le matin et le soir, ben pourquoi pas faire la même chose avec une hygiène spirituelle, une hygiène de l'esprit. Je lave mon esprit quelque part, je me nettoie le matin et le soir. Ok, c'est intéressant. Une manière de ritualiser. Et à titre personnel, quand je veux me mettre une nouvelle routine et m'y tenir, j'ai une astuce infaillible, c'est que j'en fais une vidéo YouTube. Ce qui m'oblige à le faire en général pendant 30 jours. J'ai fait 100 pompes tous les matins pendant 30 jours. Là, je cours tous les jours pendant 30 jours. Je l'annonce sur Instagram et je suis bloqué. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Mais d'après toi, évidemment, c'est très variable. Mais au bout de combien de temps, tu me dis hein, si on ne peut pas répondre, mais on peut commencer à, pas obligatoirement se sentir mieux dans sa vie, mais en tout cas voir une aisance qui s'installe sur de la pratique quand on arrive à être régulier, tu vois. Parce que j'imagine que la première séance, c'est quand même souvent pas fou, parce que tu n'y arrives pas et tu penses au fait qu'il ne faut pas y penser. Mais d'expérience, au bout de combien de temps, les gens ils commencent à se dire « Ah, je commence à voir où il veut en venir, je commence à comprendre, je commence à moins me prendre la tête quand je le fais, etc. » Tu parlais d'un mois, 30 jours, effectivement, c'est une bonne durée. On parle souvent de 21 jours, 3 semaines pour ancrer une nouvelle habitude. Bien sûr, c'est très bien. Et pour certaines personnes, ça peut être vraiment insupportable au début. Le fait d'être vide face à soi-même, j'ai mon mental qui ne s'arrête jamais. C'est insupportable, même la posture, parce qu'il y a une partie très physique. Le fait d'être juste en assise de manière immobile, ça peut être très douloureux pour certaines personnes. Donc en fait, ça va surtout être la manière dont tu es accompagné pour avoir conscience, dès le début de ta pratique, qu'il n'y a pas de mauvaise méditation. Que celle où même ton mental est archi présent, où tu te sens mal, où même tu peux avoir un raz-de-marée de flux négatifs et ça peut même être anxiogène. Comprendre que, en fait, tu as été avec ça et tu as observé ça. Et que moins tu vas refuser, moins tu vas lutter, même les méditations les moins faciles, parfois les plus chaotiques sont, à l'image de la vie, sont les plus grandes sources d'enseignement. Donc si tu intègres ça dès le début de ta pratique, je pense que c'est ce qui va te permettre de vraiment l'ancrer sans te décourager, de ne pas attendre justement des résultats, mais de simplement embrasser le processus. Et effectivement, après un mois, si tu consacres entre 5 et 10 minutes matin et soir, normalement, tu devrais pouvoir déjà sentir des transformations dans ton degré de présence au cours de la journée. C'est intéressant parce que ce que tu nous dis sur la méditation, c'est ce que je raconte à mes patients pour le sport. C'est que y a des séances où tu vas en chier alors que tu devrais pas, mais elles sont efficaces. Il y a des fois où tu vas sentir que tu es nul, mais en fait, même si tu as fait 5 minutes de sport tous les jours pendant 30 jours et que tu étais à zéro,
ça a un effet positif pour ton corps. Et en fait, ne juge pas la valeur des kilomètres que tu auras parcouru en 5 minutes, juste le fait que tu les fais tous les matins pendant 30 jours. Quoi qu'il arrive, en 30 jours, tu auras couru beaucoup plus que ce que tu as pu faire les 30 jours précédents. Et quoi qu'il arrive, même si tu fais 5 minutes matin et soir pendant 30 jours et que tu trouves ça nul, tu auras beaucoup plus médité que ce que tu as pu faire les derniers mois ou les dernières années de ta vie. Et donc, ça restera positif. Complètement. On ne peut pas faire la comparaison entre le corps et l'esprit totalement ou entre le muscle et l'esprit. Mais il y a quand même quelque chose de très similaire. Hein. Et moi, je fais vraiment cette parallèle aussi, étant quelqu'un qui est dans le corps depuis tout petit et l'entraînement physique. Il y a vraiment cette parallèle où l'esprit est aussi un muscle. Et la méditation, c'est aussi l'entraînement de l'esprit. Plus tu vas entraîner ton esprit à être totalement présent à l'instant, à tout ce que tu reçois dans ce champ de conscience que tu es par le corps, et plus ça, tu vas développer une endurance et une capacité à répercuter et à reproduire le moment de présence. La capacité à régénérer ton attention, en fait. Tu muscles ça. Et même au niveau cérébral, dans la structure même de ton cerveau. Ok. Et sur, du coup, cette pratique de la méditation, comment, toi, tu intègres la partie, du coup, respiration? Alors, elle est, comme on le disait un peu plus tôt, elle est souvent le point d'entrée sur le degré de présence, parce que le simple fait d'observer sa respiration, ça permet de prendre conscience de son corps. Comme on respire, il y a ce mouvement entre inspiration et expiration, c'est aussi observer le mouvement des choses, observer la transformation et l'impermanence, parce que tu observes ton inspiration et après tu vas observer ton expiration, et là il y a déjà eu un mouvement, il y a déjà des secondes qui se sont produites et plein d'autres choses. Donc le fait de prendre contact avec sa respiration, c'est une porte d'entrée directement accessible, qui va être aussi la grande porte d'entrée lorsque on est dans des moments de stress dans la vie, qu'on a besoin de rapidement reprendre contact avec l'instant. Se concentrer sur la respiration, c'est vraiment puissant. On en fait tous l'expérience. Et d'ailleurs, quand on a... le corps le fait naturellement, en fait. Ça fait partie de nos réflexes de jouer sur cette respiration. Donc la respiration, elle est un point d'entrée très profond. Mais après, la respiration, on peut l'utiliser de plein de manières. Et ma manière de l'aborder et de la transmettre, elle va de l'approche méditative jusqu'à la libération somato-émotionnelle, l'entraînement type respiration d'hyperventilation, Wim Hof, ou les pranayamas issus du yoga, ou le qigong. C'est-à-dire qu'avec la respiration, c'est comme l'entraînement physique. Tu as énormément de choses. C'est comme parler d'endurance, d'hypertrophie ou de vitesse. Ouais, de différentes qualités physiques. Exactement. La respiration, c'est un domaine très, très vaste. Ok. Et tu vois, tout à l'heure, en début de podcast, on disait les gens ne prennent même plus conscience du fait de respirer. Et tu prenais ce côté juste une inspiration. C'est vrai que moi, des fois, par exemple, entre deux patients, juste une, tu vois, entre monsieur A et monsieur B, en fait, ça fait du bien. Un peu comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la méditation, où on peut faire des petits blocs dans la journée de plutôt pleine conscience. Est-ce que toi, il y a des choses que tu préconises à essayer d'intégrer dans la journée, plus précisément, que ce soit une seule respi, que ce soit de l'hyperventilation, sur le spectre de toutes les respirations qui sont possibles, que tu considères efficaces? De manière très simple, ce que j'invite un maximum de personnes à intégrer à leur quotidien, c'est quelques minutes au long de la journée de respiration consciente. Donc simplement se mettre dans une pièce un peu plus au calme, ou entre deux rendez-vous, en allant d'un point A à un point B dans la rue. On peut le faire en marchant, on peut le faire en se déplaçant, on peut le faire les yeux ouverts, on peut le faire les yeux fermés, on peut le faire dans le métro, on peut le faire dans la voiture. Pas d'hyperventilation dans la voiture. Ni les yeux fermés. Exactement. Mais une respiration consciente. Donc simplement sentir que je pars bien du bas-ventre, vraiment du bas du pubis, du plancher pelvien, et je viens inspirer et sentir tous les étages, le mouvement du diaphragme, sentir que c'est à 360 degrés aussi, qu'il y a une incidence sur les lombaires, sur le bas du dos, le côté, que ça pousse vers le bas, qu'il y a mes côtes qui s'écartent sur l'extérieur, et puis que ça monte jusqu'à la zone thoracique, jusqu'aux clavicules, qu'il y a aussi une pression au niveau du dos. Simplement observer ça pendant quelques respirations, c'est déjà prendre conscience de choses profondes, c'est déjà s'ancrer dans une perception de l'instant. Et après, il y a une autre respiration, il y en a beaucoup que j'apprécie particulièrement, mais la respiration au carré, je l'aime beaucoup. Tu inspires sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tu bloques poumon plein sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Puis tu expires par le nez ou la bouche sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et tu bloques de nouveau poumon vide sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et tu peux répéter ces cycles. Disons que si on veut vraiment faire le carré, tu fais 4 secondes sur chaque phase, on a 4, et sur 4 minutes.
C'est une bonne manière de se rappeler cette respiration. Et ça, il y a une action directe, même au niveau parasympathique, où tu vas sentir ce relâchement, cette détente, ce degré de présence. Donc, quand on est anxieux, stressé ou juste trop dans le mental ou des émotions qui nous submergent, petite respiration au carré à tout moment, même en marchant, efficacité directe. Par rapport à l'hyper... Donc là, tu nous expliquais le carré, pour faire très simple, ça va vous faire redescendre. Le système parasympathique, hein, si vous ne connaissez pas, c'est très simple. Dans votre corps, vous avez 2 grands systèmes nerveux. Le parasympathique, qui est plus celui de la détente, de la digestion, du calme et du repos et de la récupération. Et du sympathique, qui lui est plutôt le combat, le action, le mise en route et la fuite aussi. Est-ce que l'hyperventilation te stimule plus le sympathique ? Oui, on peut clairement le mettre plus dans cette catégorie-là. C'est pour ça que dans la respiration, il y a plusieurs grandes familles, mais disons qu'on pourrait définir des respirations pour se réguler, pour s'apaiser. Donc, comme celle qu'on a vue là, respiration carrée, on entend beaucoup parler de la cohérence cardiaque, mais il y en a plein d'autres. Et puis, il y a des respirations qui vont nous amener plus dans l'activation, comme la respiration Wim Hof, ou d'autres techniques d'hyperventilation. Et puis, en allant pousser ça encore plus loin, on va utiliser la respiration pour atteindre des états de conscience modifiés, des états de conscience élargis, comparables aux états de transe, comparables à des états que l'on rencontre avec les psychédéliques, les plantes médecines utilisées par les chamans, ou utilisées maintenant de nouveau en Occident pour des thérapies, justement, pour les traumas, pour les dépressions, les addictions, où la respiration, en fait, va nous amener dans cette même zone où on va au-delà, justement, du contrôle de l'ego. On vient décapsuler quelque part le filtre de l'ego et laisser remonter ce qui est stocké en nous au niveau des traumas, au niveau des émotions qui ne circulent pas dans le corps, et donc une libération somato, en soma, le corps émotionnel. Si on regarde plus selon la perception, disons, de l'Est asiatique, on parlera aussi d'augmenter le prana, le chi au maximum pour permettre aux choses de circuler dans le corps. C'est comme si des choses étaient bloquées. Tu augmentais ton niveau d'énergie vitale tellement haut par ces respirations que tu venais créer une ouverture et une circulation de ce qui est bloqué, parce qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. Ce que tu libères dans l'esprit, ce que tu comprends, ce que tu fais circuler, eh bien, le corps, qui est le véhicule de l'âme, le véhicule de la conscience, va aussi se libérer de ces charges-là. Donc ça, c'est des travaux beaucoup plus poussés au niveau thérapeutique de la respiration. Et si on vient sur le côté hyperventilation, tout à l'heure, tu as parlé d'hyperventilation, tu as parlé de respiration Wim Hof. Pour moi, la respiration Wim Hof, c'était de l'hyperventilation. Il y a des nuances ou c'est juste inspirer et expirer fortement Il y a plein de nuances dans les rythmes, les tempos. En fait, c'est comme quand on parle d'entraînement du corps et de nombre de respirations et de vitesse d'exécution. Il y a plein de techniques différentes. Ok, toi, il y en a une que tu utilises particulièrement ou pas spécialement ? J'utilise beaucoup personnellement et dans ma transmission Wim Hof, j'aime beaucoup, mais il y a plein de variantes. Wim, en général, il transmet inspiration par la bouche, expiration par la bouche. Tu peux faire la même en inspirant par le nez. Tu peux la séquencer. Tu peux la faire en plusieurs étages. Et puis après, c'est surtout la durée aussi. Par exemple, dans la respiration de Wim, je dis Wim parce qu'on se connaît. Wim Hof, ouais. Il y a des phases d'apnée qui viennent en équilibre des phases d'hyperventilation. Quand on parle, par exemple, de respiration plutôt holotropique ou les respirations conscientes et connectées, qui s'appellent aussi rebirth, à des fins thérapeutiques, là, il n'y a pas de phase d'apnée parce qu'on veut aller loin dans l'hyperventilation, au sens où, au bout d'un moment, tu vas vraiment avoir le mental qui lâche complètement. Donc, il faut qu'il y ait une durée prolongée. On va beaucoup moins utiliser les phases d'apnée. Dans la respiration Wim Hof, l'apnée, elle va réguler. C'est un peu l'équilibre, cette danse sympathique, parasympathique, hyperventilation, apnée. Donc, tout dépend comment tu l'utilises. Tu vois. Wim Hof, il l'utilise beaucoup, par exemple, pour aller dans l'exposition au froid ou en début d'entraînement pour activer cette force. C'est pas la même destination que des cadres thérapeutiques où là, les personnes vont être allongées et des séances de respiration holotropique, ça peut durer 2, 3 heures, 4 heures, ça peut durer très longtemps. Et là, les patients, c'est là où ils en tirent des effets plus sur certaines maladies, certaines douleurs ou autre chose ? C'est incroyable. Vraiment, la respiration, c'est une voie d'une très, très grande puissance. Une fois que tu travailles de manière profonde là-dessus, comme il y a d'autres voies au niveau thérapeutique. Mais ce qui est merveilleux avec la respiration, c'est qu'on a accès, en fait, à une telle modification de notre physiologie, de notre état d'esprit, juste en jouant sur la manière dont on respire. C'est ça qui est incroyable, qui est merveilleux, en fait.
c'est de comprendre aussi la force et le pouvoir, encore une fois, que l'être humain a en lui-même, simplement en changeant certaines choses, en comprenant comment le corps fonctionne, comment l'esprit fonctionne. Eh bien, je vais pouvoir, en utilisant ces voies, en autonomie, bien sûr, on a besoin d'être guidé au début, mais c'est de comprendre en fait que tout est là. On peut tout faire avec nos corps et nos esprits. Si on sait comment respirer, comment jouer avec notre physiologie, quoi manger, comment dormir, comment bouger, mais tu sais te soigner. La plupart des problèmes, tu les règles tout seul. Est-ce que tu penses que si on prend, on va dire, notre civilisation à nous, les gens ont peut-être plus besoin de travailler leur respiration pour le côté parasympathique ou pas spécialement? Moi, c'est la vision que j'en aurais, mais je peux taper à côté. Ouais, c'est une très bonne question. Et effectivement, quand on considère que la grande majorité est sujette au stress de nos sœurs et frères, on parle souvent de la respiration citadine aussi, tu sais, cette respiration qui est en fait une hyperventilation je connaissais pas. Très localisée au niveau thoracique, c'est-à-dire j'ai ce rendez-vous, j'ai ce train à prendre, j'ai pas rendu ce dossier. En fait, c'est donc beaucoup de petites inspirations. Exactement. Donc on hyperventile, mais de manière permanente. Parce que l'hyperventilation, quand on l'a fait, c'est choisi dans un cadre d'entraînement ou thérapeutique bien précis, mais on ne doit surtout pas hyperventiler la plupart du temps. Mais surtout, elle est faite à plein volume. Oui, il y a ça, exactement. Mais on le fait de manière consciente, c'est choisi. On crée un stress volontaire. Là, on maintient le stress de manière inconsciente. Là où on va chercher à avoir une respiration beaucoup plus profonde, beaucoup plus de l'ordre de l'hypoventilation, c'est-à-dire optimiser, utiliser avec un minimum d'oxygène, amener mon organisme à bien fonctionner en réduisant le nombre de respirations que je fais par minute, en distribuant efficacement l'oxygène et le CO2 dans l'ensemble du corps. Donc c'est ça aussi, rééduquer sa respiration. D'où la conscience. Je fais des respirations beaucoup plus profondes, beaucoup plus axées aussi au niveau du diaphragme, du bas-ventre. Je n'ai pas besoin de les faire monter tout le temps jusqu'en haut. Donc c'est ça aussi, se rééduquer au niveau respiratoire. Pour ceux qui nous écoutent par rapport à la respiration, je vais essayer d'expliquer, mais j'ai du mal des fois à le faire sans schéma. C'est que, imaginez que le but de l'expiration, c'est d'évacuer l'oxygène, l'air qui est riche en dioxyde de carbone, et de l'inspiration d'en faire rentrer qui est riche en oxygène. Mais il y a ce qu'on appelle une sorte d'espace mort, c'est-à-dire que l'air qui est dans vos poumons est relié par un tube jusqu'à votre bouche qui va faire, n'importe quoi, par exemple 30 cm. Et si lorsque vous inspirez et que vous expirez, il n'y a que l'équivalent de ces 30 cm qui rentre et qui sort, en réalité, vous ne faites que faire rentrer l'air qui est déjà dans le tube, et donc vous ne faites pas rentrer l'air qui est dehors dans vos poumons. Et donc c'est l'un des effets négatifs de faire que des petites respirations, c'est que l'air, il parcourt 20 cm, mais il n'a pas fait les 30, donc il n'est pas arrivé au poumon, et vous le refaites sortir. Et du coup, vous vous asphyxiez. Alors c'est entre guillemets, parce qu'il y a toujours des essences qui se font, mais c'est pour ça que les respirations à plein volume sont beaucoup plus efficaces, parce que l'air que vous allez faire rentrer aura eu le temps de parcourir et de venir atteindre les poumons, et ensuite, comme tu disais, de diffuser au niveau des alvéoles, et donc d'être beaucoup plus efficace sur les échanges ensuite au niveau sanguin entre l'air en oxygène et l'air en dioxyde de carbone. Là où, comme tu disais, quand tu fais plein de... quand tu as le souffle un peu court, etc., malheureusement, tu n'as quasiment pas l'air qui rentre, qui descend jusqu'au poumon, et donc tu ne peux pas utiliser cet oxygène que tu n'as pas totalement inspiré. Et tu n'utilises pas, effectivement, c'est très, très précis ce que tu as dit, et au niveau de ton système nerveux, tu n'utilises pas la respiration pour réguler. En fait, tu maintiens ton stress de fond par une respiration dysfonctionnelle. Ouais, on va appeler sympathique, mais qui va, une fois encore, comme on vous l'a expliqué, vous mettre plus dans un état de stress et donc de fatigue générale de votre corps. Et c'est l'un des problèmes de nos sociétés, c'est que le problème, c'est pas le stress, le problème, c'est pas d'être en sympathique, c'est qu'on l'est tout le temps. Exactement. Le stress, en fait, il est bénéfique, il entraîne plein d'adaptations. Le fait d'être en sympathique, c'est fait pour. Si on a une balance sympathique parasympathique, c'est que, en théorie, notre corps est capable de le réguler, de passer de l'un à l'autre. C'est bien fait, il y a beaucoup de mécanismes nerveux, hormonaux pour ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est trop en sympathique, trop en stress et trop dans ce qu'on a expliqué, dans le toujours plus fort, toujours plus vite et jamais sur on récupère. Et donc, c'est comme ça qu'on développe de l'anxiété, des douleurs chroniques, on dort mal, juste parce qu'en fait, on ne prend pas le temps. Et c'est un peu à ça que servent les éléments dont tu nous parles. Respiration, méditation, c'est laisser du temps à votre corps pour être en parasympathique et récupérer. Et quand des fois tu dis, et c'est moi ce que j'aime bien, c'est des fois... Quand des gens ont des propos... Alors, je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure, comment tu l'as formulé. Je crois que c'était le corps peut s'auto-guérir, c'est ça ou En tout cas, on a la capacité... Voilà, exactement. En fait, moi, la vision que j'en ai, c'est que
Si quelqu'un est toujours malade, là en plus c'est l'hiver, etc., ceux qui sont tout le temps malades, tout le temps fatigués, toujours blessés, c'est juste que votre corps, en fait, il est limite en surentraînement. Mais le surentraînement, c'est pas les gens qui s'entraînent trop, c'est les gens qui récupèrent pas assez. Et si vous êtes tout le temps malade pendant l'hiver, c'est peut-être juste que votre corps, il est déjà en permanence en sur-régime, en permanence en sympathique, en permanence au maximum de ses capacités. Et donc, dès qu'il y a un coup de froid, vous tombez malade parce qu'en fait, il est déjà au max. Si vous appreniez par la respiration, par la méditation, mais par d'autres éléments dont on parlera peut-être pas parce que ça va faire un podcast de 24 heures, de sommeil, de nutrition et compagnie, vous faites redescendre le taux d'excitabilité de votre corps. Et lorsque vous allez lui en demander plus, il sera tellement bas, calme et il aura récupéré qu'il pourra gérer. Mais aujourd'hui, la plupart des gens ne peuvent plus gérer tout ça. Et c'est là qu'on en revient à la conscience. Ou au début de notre discussion, quand on parlait de holisme, de compréhension du corps et de ne pas pouvoir, pour être pertinent, de ne pas séparer les choses. Parce que nous sommes une entité complexe de plein de systèmes différents, un corps, un esprit. Donc, on doit pouvoir comprendre ce que nous sommes dans toutes les différentes dimensions de notre être, au moins un minimum. Et je pense que c'était aussi un des problèmes pour la thérapie ou pour l'entraînement, c'est d'avoir vraiment segmenté les choses et de voir des départs à certains endroits et des fins à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'on dit, bah oui, le stress commence là et se termine là, ou le problème physique qui commence ici doit être réglé là-bas. Mais nous, c'est beaucoup plus complexe. C'est impossible de dire où commence quelque chose. Où commence le système nerveux? Il commence dans le cerveau, il commence dans le nerf qui est au bout de ton orteil. Tout ça, c'est vraiment faire un grand pas de recul et comprendre que c'est beaucoup plus global, beaucoup plus interconnecté, notre santé mentale, physique, et que tout ce qui se manifeste, comme tu l'as très bien dit, dans nos corps, c'est aussi des voyants, des informations sur le tableau de bord de notre esprit qui dit si tu as mal là, c'est pas forcément que tu ne fais que marcher mal, c'est peut-être parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui va pas. Mais si émotionnellement, il y a quelque chose qui va pas, c'est peut-être parce que tu as des schémas limitants, des traumas, des choses qui ont été passées peut-être dans le transgénérationnel, que tu portes, dont tu n'as pas pris conscience, qui finalement te rendent malade petit à petit à un endroit, mais cet endroit ne fonctionnant pas bien va te rendre malade à un autre endroit. Et toi qui es malade, tu vas rayonner ça peut-être sur tes enfants, sur tes proches. Donc c'est pour ça qu'on en revient à ce côté vital et crucial de travailler sur sa conscience. Okay. Parce que travailler sur sa conscience, au-delà de spiritualité et de répondre aux grandes questions de l'incarnation, et juste déjà prendre conscience de cette interconnexion et de voir les choses avec une vision qui s'élargit, de ne pas être le nez dans le guidon, dans ce tunnel où tu ne perçois que la surface des choses. C'est développer une conscience beaucoup plus pénétrante, beaucoup plus englobante de toute l'expérience de la vie que tu es en train de faire. Et c'est ça, en fait, la méditation. Ok. Et justement, ça ouvre une porte que j'aimerais qu'on ouvre ensemble. Mais avant de se faire, je vais peut-être faire un disclaimer. Que vous soyez ou non abonné sur cette chaîne depuis longtemps, vous savez que le contenu que je propose, en général, j'aime à ce qu'il soit au plus proche de la littérature scientifique, les données actuelles de la science ou les recommandations officielles qu'on peut avoir des grands organismes de santé. C'est pour ça que moi, ce que j'aime bien, c'est quand toi, tu me dis quelque chose, moi, essayer de le traduire avec mon prisme et mes connaissances anatomiques, biomécaniques, scientifiques, etc. J'aimerais qu'on aille là-dessus, mais du coup, je fais un peu ce disclaimer en mode, là, ce qu'on va sûrement aborder, ce sera sûrement basé sur rien du tout. Je vais plus poser des questions et écouter que essayer de convertir comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Si c'est pas votre affinité, je l'entends, et vous pouvez arrêter peut-être la vidéo à ce moment-là et continuer. Mais ceux qui sont peut-être ouverts à ce sujet, je vous invite à rester parce que ça va être intéressant. Ça va être assez nouveau pour moi. Sur, par exemple, tout à l'heure, on en a parlé un tout petit peu en off de tes blessures. Donc moi, je suis kiné, c'est des choses que je prends régulièrement en charge au cabinet. Mais en fait, quelle serait ta vision du soin ou de la santé et de ce que moi, en tant que kiné, qui va traiter par des étirements, du renfort, de la mobilité, etc., je pourrais ajouter dans ma prise en charge chez des patients qui sont douloureux. Je ne sais pas si ma question, elle est très claire. Et pour ce côté plus holistique, une fois encore. Elle est très claire, elle fait écho à ce que l'on disait tout à l'heure, parce que moi, c'est pareil, hein, je viens d'une culture plus occidentale et je suis très attaché pas au sens en saisie, mais au fait qu'on doit pouvoir se baser sur des choses concrètes, sur des études, sur des apports de la science, de la recherche, c'est vital. Mais en même temps, les choses sur lesquelles on se base, c'est aussi des millénaires d'études de la nature, des millénaires de compréhension, de manière empirique, mais au sens noble du terme, d'observation avec une intelligence bien supérieure à celle que l'on développe aujourd'hui en étant
hors de la nature, en regardant les choses dans des éprouvettes de manière isolée au lieu de les voir dans leur environnement et dans leur système, avec un esprit qui fonctionnait hors des écrans, hors du surmenage. Donc ça ne veut pas dire que c'était mieux avant, mais ça veut dire que nos ancêtres, et partout dans le monde, pas que uniquement en Afrique ou en Asie ou dans l'actuelle Amérique latine, partout en Europe, nos ancêtres avaient des compréhensions très profondes du corps, de l'esprit et de lois beaucoup plus complexes de la physique qu'on n'a pas encore compris, sur lesquelles on peut mettre le mot spiritualité ou mystique, mais c'est aussi des lois qu'on n'a pas encore compris en fait, que certainement la science moderne pourra démontrer. Donc tout ça pour en revenir à la guérison, il y a effectivement beaucoup plus de choses que l'on peut mettre en place que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais avant tout, et ça c'est observable pour les gens par exemple qui reviennent de grandes blessures ou de graves maladies, c'est la foi, le degré de foi que tu as en ta capacité à guérir. À quel point est-ce que tu veux guérir et à quel point est-ce que tu crois en toi et à ta capacité à transcender ce mal, ces mots MAUX, jusqu'à quel point tu es conscient d'avoir la force de te réparer. Et ça, c'est vraiment l'aspect premier. Parce que de là, toutes les techniques qu'on peut mettre dans auto-guérison, visualisation, énergétique, en fait, ça part toujours de ton degré de foi et de conviction. C'est ça qui me fait la différence. Au lieu de déléguer sa santé à quelque chose d'extérieur. Ça, c'est un point majeur. Oui, parce que le côté de déléguer sa santé, c'est en tout cas notre modèle de soins actuel. C'est que tu vas chez le médecin, il te dit d'aller prendre tel médicament, tu prends tel médicament, ou tu vas chez le kiné, il te dit de faire tel exo, tu fais tel exo. Après, moi, je le vois dans mon cabinet, par exemple, je vois beaucoup entre des patients qui sont très investis, des patients, ils vont faire 10 séances, ils vont en louper aucune, ils seront à l'heure à tous les rendez-vous, ils auront fait tous leurs exos, et ils veulent tout comprendre, et ils font tout parfaitement, et souvent, pas toujours, mais ça va bien. Et tu as des patients, ils viennent une fois sur deux, les fois où ils viennent, ils ont au moins 10 minutes de retard, les exos, ils les font à moitié. Et en fait, tu te dis, mais je comprends que tu as peut-être un mode de vie qui fait que le contexte de soins peut être difficile, mais moi, ça m'est déjà arrivé à dire à des patients, je pense que c'est pas le bon moment pour vous pour traiter cette douleur. Je l'ai encore eu là avec un jeune qui avait mal à l'épaule, je lui donnais des exos à faire, il me dit, je les fais pas, je lui dis, franchement, je pense qu'on va arrêter, c'est pas contre toi, moi je veux bien continuer, mais je te donne des exos, moi je veux pas que tu viennes et que je te regarde les faire, donc soit tu te mets dans un processus où tu te dis, ok, je deviens acteur de ma guérison, je vais faire mes exos et on continue, soit c'est pas le cas, et en vrai, on arrête parce que t'as peut-être autre chose à faire et tous les deux, on perd du temps. Donc, ce côté acteur, c'est vrai que, une fois encore, on met pas tout le monde dans le même panier, mais c'est des choses qu'on retrouve plus ou moins selon les patients. Exactement. Et il y a plein d'approches qu'on va appeler alternatives chez nous de la guérison, mais qui sont utilisées en complément au plus haut niveau. Que ce soit l'acupuncture, tu vois, l'ostéopathie, quelque part, ça peut être vu comme quelque chose d'alternatif. On parle de l'homéopathie. Il y a plein de choses qui sont quand même intégrées à des niveaux profonds en complément. Et ça fait un peu la parallèle avec ce que l'on disait, s'appuyer à la fois sur les sagesses ancestrales et ce qu'on doit redécouvrir, parce qu'on a oublié beaucoup de choses. Nous sommes une civilisation amnésique. On a un énorme héritage aussi à ces niveaux-là. Compréhension des plantes, etc. Et en même temps, c'est se baser sur la science et la recherche moderne. Eh bien, c'est un peu pareil. Quand on a quelque chose à régler, de plus ou moins grave, c'est pas une question de se couper de la médecine moderne et de ce dont on dispose. La chirurgie, mais c'est tellement merveilleux. C'est de la magie, quelque part, de pouvoir rentrer dans un corps et de travailler maintenant comme on le fait avec des caméras. Et d'ailleurs, quand tu en parles avec des chirurgiens, ils disent que même ce que l'on fait là en arthroscopie, dans 10 ans, sera complètement has-been à la vitesse où ça avance. Donc, quelque part, les avancées rejoignent presque du fantasme de ce qu'on pouvait imaginer il y a encore 10 ou 15 ans. Donc, tout étant connecté, c'est encore une fois de ne pas tomber dans l'extrême, mais de pouvoir, dans la complémentarité, utiliser ces différentes choses. Mais revenir à cette souveraineté, à cette compréhension que j'ai tout entre mes mains, et si on veut aller encore un peu plus loin dans cette vision de la guérison telle qu'on la trouve à bien des endroits dans le monde, c'est que le corps physique étant le véhicule de ta conscience, étant ce qui te permet d'interagir dans cette dimension, dans le monde, dans la dimension physique, avec, disons, ta conscience, ton âme. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu dois confronter dans la vie, c'est des choses que tu dois comprendre, que tu dois réaliser. Toutes les maladies, toutes les complexités sont des choses qui peuvent être utilisées comme des tremplins à ton éveil, comme des tremplins à tes prises de conscience. Et toutes les maladies sont des signaux de choses que tu ne comprends pas, que tu n'as pas réglées, que tu n'as pas traitées. Donc c'est
un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est des choses qui apparaissent sur ton tableau de bord, des signaux qui te disent « va investiguer, qu'est-ce qu'il y a derrière cette douleur ?» Est-ce que c'est purement mécanique ou est-ce que c'est du trauma de cette vie, de l'enfance ou même des choses que ta lignée porte qui se déclenchent dans ton corps physique parce que émotionnellement, au niveau de la conscience, au niveau de ce qui est clair dans ton subconscient mais pas clair dans ton conscient, en fait, vient pousser derrière pour que tu prennes conscience de ça. Et c'est là vraiment qu'on rentre dans une guérison beaucoup plus profonde au sens où, au lieu de traiter la cause, je remonte à la racine, à l'effet et dans tous les cas, ça vient de quelque chose qui est lié à ton esprit. Tu pourras regarder n'importe quelle blessure, ligament croisé, ce que tu veux. Si tu remontes toujours, il y a un terrain au niveau de ta conscience, au niveau de ton esprit, au niveau de la construction de ton mental et de ton identité qui va expliquer pourquoi tu es arrivé à ce type de pathologie. Quand tu dis tu remontes, tu parles de quoi concrètement? De l'investigation. De vraiment aller chercher derrière comment est-ce que ça a commencé. Okay. Comment est-ce que ça a commencé et comment est-ce que le corps physique, dans sa compréhension, comment est-ce que les différentes régions du corps et les différentes pathologies sont liées à des choses qui n'ont pas été comprises dans ton esprit. Pourquoi cette partie-là se bloque par rapport à quel trauma? Pourquoi c'est plutôt cette partie-là? Pourquoi est-ce que c'est cette partie-là? En fait, il y a toujours une relation. Encore une fois, c'est beaucoup plus présent selon certaines médecines. En médecine chinoise, Ayurveda, on va aller beaucoup plus dans cette compréhension. Mais par exemple, des traumatismes sur l'enfant intérieur, on va être sur le cœur. Des choses qui ne sont pas exprimées, qui s'impriment dans le corps, on va avoir des pathologies potentiellement à ce niveau-là. Des traumatismes au niveau de la sexualité, qui vont bloquer beaucoup plus aussi cette région des organes génitaux et de ce qu'on appelle le Muladhara, chakra racine, qui est la zone d'évacuation, mais aussi au niveau énergétique, qui est un vrai... un endroit qui est vraiment considéré selon la compréhension du système énergétique comme ce qui permet aux charges émotionnelles énergétiques de circuler dans le corps. Si le Muladhara, je prends un exemple, est fermé, si le chakra racine est fermé, eh bien ça va remonter en nous et quelque part ça va déborder dans notre corps, ces choses-là. Donc ça, c'est toute une compréhension du système énergétique sur lesquelles on s'appuie pour, par exemple, l'acupuncture, les méridiens, les nadis et d'autres canaux subtils que la science moderne ne peut pas démontrer aujourd'hui, mais qui pourtant sont utilisés depuis des millénaires et qui fonctionnent très très bien. Mais c'est aussi à quel point tu as foi en ça. Est-ce que toi, dans ta vision du corps, de la santé, donc tu nous expliques bien quelqu'un qui a toujours un problème, c'est qu'il y a autre chose qu'il faut aller traiter, mais est-ce que tu verrais une différence entre quelqu'un qui est tout le temps malade versus quelqu'un qui est tout le temps blessé? C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis... Alors, je vais dire ça et demain, je vais attraper un rhume, mais je ne suis absolument jamais malade. Ça doit m'arriver une fois tous les 3 ans d'être un peu au lit, mais vraiment, c'est hyper rare. Par contre, je te demande pas une consultation, mais quand même, c'est vrai que par rapport à des patients, si je te fais l'historique de mes blessures, en termes d'entorse, fracture, luxation, je suis à plus d'une dizaine répartis, quoi. Est-ce que dans ta vision, tu verrais un lien ou c'est juste, non, pour moi, douleur, blessure, maladie, je mets un peu tout dans le même panier, c'est juste ton corps qui essaie de t'envoyer une info? En fait, ça dépend toujours de l'histoire qu'on se raconte. Évidemment, il y a des facteurs qu'on peut dire mécaniques, environnementaux et liés à ton activité physique. Tu es un sportif, un athlète, et moi aussi, je suis passé par tellement de blessures. Mais encore une fois, notre comportement, les choix de vie que l'on a fait qui vont nous amener à aller dans tel ou tel type d'entraînement, à telle ou telle intensité, il faut comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce désir, au-delà de j'aime le sport, j'ai envie de développer mon corps? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Les gros pecs. Tu vois? Mais pourquoi les gros pecs? Qu'est-ce qu'on veut compenser? Quelle blessure? Quelle incompréhension? Ce que je veux dire, c'est que rien n'est extérieur à notre niveau de conscience. Tout ce que l'on va faire, les choix de vie que l'on fait, d'aller dans telle ou telle activité, dans telle ou telle pratique physique, c'est lié à une partie de notre conscience, à une partie de la construction de la personnalité, de l'identité. Et si on se blesse souvent, c'est qu'il y a quelque chose à aller comprendre. C'est comme quand on est tout le temps malade, c'est qu'il y a des dysfonctionnements par inconscience, et il faut comprendre d'où ça vient. C'est la même chose avec les blessures physiques. Ouais, c'est intéressant parce que sur le côté blessure physique, au final, ce que tu dis, c'est très cartésien. C'est tu te blesses tout le temps quand tu fais du sport. En fait, c'est sûrement, moi d'un point de vue kiné, je vais te dire, en fait, l'intensité de sport que tu fais n'est pas adaptée à ton niveau actuel. Et toi, là où tu vas aller, c'est juste, en fait, demande-toi pourquoi tu as besoin et envie d'aller à cette intensité. Première réponse quand je lui pose la question, c'est parce que tu veux une médaille. Mais au final, pourquoi tu veux cette médaille? Parce que tu veux être meilleur. Et pourquoi tu veux être meilleur? Et c'est de te dire, ok, moi en tant que kiné, je vais juste t'aider à mieux encaisser ce niveau-là. Mais ce que toi tu nous dis, c'est aussi demandez-vous pourquoi vous avez besoin de ce niveau-là. Évidemment, pour rigoler, je te dis avoir des gros pecs, mais je sais que
je ne m'entraîne pas pour mon physique, mais je suis très content du physique que j'ai et ça me va bien. Pourquoi est-ce que si demain je m'entraîne pas ou je mange plus et que mon physique change, ça va me gêner ou pas? Ce serait cette partie-là. Et c'est pour ça que ce que tu dis, c'est tu parles d'approche cartésienne et c'est très intéressant de voir que tout ce qui est dit par les médecines ancestrales, à un certain niveau, c'est ce qui va être dit, mais avec un langage différent dans la compréhension moderne de la psychologie, des neurosciences ou de la biologie. C'est juste des langages différents, mais tout se rejoint. Évidemment que c'est la même observation au fond. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant de pouvoir passer par des prismes différents parce qu'il y a une vraie complémentarité. Et tu vois, on parlait du degré de foi que tu as en ta capacité d'auto-guérison. En d'autres termes, on pourrait parler de placebo ou de nocebo. C'est la même chose. Ouais. C'est à quel point tu crois à ça, la force de ton esprit va le manifester. C'est la même chose. Ouais. Et donc là, on était sur le côté musculo-squelettique, blessures et compagnie. Sur le côté maladie, là, je trouve qu'on y a moins d'action, tu vois. Parce qu'en effet, je me blesse tout le temps dès que je fais du sport. Ou alors, je suis très sédentaire et je me blesse dès que je porte une valise. Bon, bah, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à intégrer plus de sport dans ta vie? Mais quelqu'un, tu vois, là, on parle de l'hiver qui va attraper le premier rhume qui passe. On connaît ces gens-là qui sont tout le temps malades, tu vois, ou qu'on fout l'allergie, ils sont allergiques à tout et compagnie. Toi, là-dessus, est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais voir? Parce que là, je trouve que c'est quand même un peu plus inconscient ou involontaire. Je sais pas quel est le meilleur des termes. C'est... Inconscient, c'est un bon terme parce que on en revient à ce que l'on évoque sous plein d'aspects. On rentre dans ce prisme avec différents points d'accès, mais on en revient toujours en fait à quel degré est-ce que tu es présent et conscient de ce que tu fais dans ta vie. Évidemment, il y a des terrains. Évidemment, il y a des corps qui sont plus fragiles à telle ou telle chose, des immunités un peu plus basses. Mais tout est encore lié à ton comportement, à ta manière de faire des choix, de décider ce que tu vas manger, la manière dont tu vas dormir, les relations que tu choisis d'entretenir. Qu'est-ce qui finalement émotionnellement t'apporte de la joie, de l'inspiration, de l'élévation ou d'autres relations que tu vis de manière inconsciente par peur d'être seul, d'être abandonné, de faire mal. Et finalement, tu vas maintenir... Je te prends un exemple parce que ça me vient comme ça. Tu vas maintenir des relations qui finalement ne te rendent pas heureux. Ou toi, ton comportement, tu t'enfermes dans une certaine version de toi que tu as développée vis-à-vis de ce type de relation, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de telles relations intimes. Tout ça pour dire que, quels que soient les choix que l'on fait, ça va avoir une incidence sur notre esprit et donc sur notre corps, parce que notre corps se met à la forme de notre conscience. Le corps physique ne fait que suivre notre comportement et notre manière d'être. Donc, c'est toujours une question de jusqu'à quel point est-ce que tu es conscient de tout ce que tu fais dans ta vie. Parce que toutes les maladies viennent de là, clairement. Ce que tu développes sur des années, les cancers, les choses que tu n'as pas dit, les traumas que tu n'as pas réglés, les choix que tu n'as pas osé faire, les rêves que tu avais, que tu as mis sous le tapis par conformisme ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou juste parce que tu avais peur, en fait, d'assumer vouloir vraiment faire ça de ta vie. Eh bien, tu ne sais pas jusqu'à quel point ça va te rendre malade ou le fait de s'être tué à la tâche alors que tu aurais aimer faire autre chose ou passer simplement plus de temps avec les gens que tu aimais, eh bien, ça va te rendre malade au bout d'un moment. Donc, c'est comprendre l'interdépendance, encore une fois, du corps et de l'esprit et à quel point chacun de nos choix, chacune de nos décisions et nos comportements va affecter notre santé psychique et corporelle. Et est-ce que tu trouves que c'est le genre de réponse que peut apporter la pratique de la méditation? Totalement. Bien sûr. Parce qu'en réalité, bien sûr. Là, quand j'écoute ça, je me dis, au final, ce dont tu aurais besoin, c'est d'une psychothérapie pour essayer de comprendre pourquoi tu fais tes propres choix. Mais au final, c'est le genre de réflexion que tu peux être amené à faire seul sur une méditation en mode ma vie, elle est naze en ce moment, ça me saoule. Mais en fait, pourquoi je change pas de taf? Et après, parce que l'argent, ok, mais de combien... chacun mettra son curseur, il en a envie. Mais je trouve que ça boucle bien le point de début de ce podcast, qui est que la pratique de la méditation peut, une fois encore, vous aider sur ça. Et quand on voit que ça a un lien avec tout ce dont on a parlé, les maladies, les blessures, les douleurs... Toute notre expérience de vie dépend uniquement de notre état de conscience. Le moyen d'accéder à une conscience plus vaste et plus profonde, c'est ce qu'on appelle la méditation. On l'a fait tenir dans un cadre, dans une pratique. On a des idées clichés. Mais c'est simplement exprimer notre potentiel de présence et de profondeur de perception de l'expérience que nous faisons de la vie. C'est ni plus ni moins que ça que la méditation, mais ça se travaille. Et c'est pour ça que c'est effectivement, comme tu le dis, boucler la boucle, parce que c'est même pas une pratique, la méditation. C'est un mode de vie, c'est un état d'être.
Écoute, je trouve qu'on est sur une parfaite conclusion involontaire. Ça me va très bien. Pour finir cet épisode, est-ce qu'il y a un point important ou intéressant qu'on n'a pas assez approfondi ou sur lequel tu aimerais revenir ou peut-être apporter une nuance ou une précision? Non, je trouve que c'était juste. Ça correspond à ta pensée et à ta vision. On pourrait toujours aller de plus en plus profondément sur plein de choses, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont tu as amené les choses, dont tu les as ouvertes. Pour moi, c'est toujours l'occasion d'aborder aussi ça avec toujours une manière différente de l'exprimer. Donc, je pense que c'était parfait ainsi. Trop cool. Merci beaucoup. Pas le plaisir de se retrouver sur une prochaine vous nous direz si vous souhaitez un épisode 2. Si on veut développer un petit peu tout ça, est-ce qu'il y a des infos qu'on relaie? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu peux les gens, où est-ce qu'on peut les renvoyer? J'utilise Instagram. C'est le seul réseau social que j'ai développé pour l'instant. Et j'ai créé donc une communauté en ligne qui est dédiée à la méditation, à la respiration et à la transmission autour de la conscience. Ok. Voilà. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi en tout cas. Si c'est le cas, pensez évidemment à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, vous mettez ça dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné, écoutez, bienvenue. Pensez à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on va vous laisser méditer avec tout ce qu'on a raconté. Merci Taïb. Merci à toi et merci à tous.